Bonjour à tous, je m'appelle Estelle Abou et je vous souhaite la bienvenue sur Réel. Avec ce podcast, je donne la parole à des personnalités qui ont un impact positif, réel, sur l'autre, l'économie, l'environnement ou les générations futures. Par leurs actions, leurs entreprises, leurs pensées, leurs œuvres ou leurs visions, ces hommes et ces femmes contribuent d'une manière ou d'une autre au monde de demain et à celui d'aujourd'hui. Si vous aimez le podcast et que vous voulez me soutenir dans ma démarche, la meilleure manière de le faire, c'est de vous abonner, de mettre 5 étoiles à l'épisode, de le commenter ou encore d'en parler autour de vous sur les réseaux sociaux et dans la vie réelle. Alors je vous souhaite une très bonne écoute et on y va. En fait, la nature, je vous l'ai dit au début, m'a doté de sentiments qui n'ont pas tous été faciles à gérer, mais alors elle m'a épargné la nostalgie. Magnifique. Je ne suis pas du tout nostalgique de rien, même pas de mes cheveux. Son accent ne masquera jamais son verbe. Muet par la passion et la détermination, il est devenu un des plus célèbres journalistes politiques français. L'Express, le JDD, le Parisien, RTL, Europe 1, Canal+, je crois qu'il y a vraiment très peu de médias dans lesquels il n'a pas travaillé pour apporter sa pierre à l'édifice de l'information. Je parle de Jean-Michel Apathy. Et devinez quoi, il se lance dans le podcast. Avec un podcast qui s'appelle Allons enfants de l'apathie. C'est un podcast produit par le studio de narration absolument génial qui s'appelle La Toile sur écoute. C'est un format, donc ce podcast Allons enfants de l'apathie, de 3 minutes, dans lequel il nous explique les bases de la politique dans le but de sensibiliser tous ceux qui se sont désintéressés de la politique, qui ne croient plus vraiment nos dirigeants, qui ne comprennent pas bien comment ça fonctionne, et bien sûr aussi les jeunes. En quelques minutes, 3 exactement, Jean-Michel Apathy explique de façon hyper accessible des notions, des fonctions politiques, des rôles, des thématiques et des symboles, le tout sur un ton ultra décalé. C'est un épisode donc tous les jours et ça jusqu'au 29 avril. Donc courez donc, écoutez Allons enfants de l'apathie, disponible absolument partout. Petite précision, c'est la géniale Pénélope Boeuf, fondatrice de La Toile sur écoute, qui m'a proposé d'inviter Jean-Michel Apathy sur Réel pour parler bien entendu de ce nouveau podcast, mais je ne peux pas vous le cacher, j'ai pas pu passer à côté de l'occasion d'évoquer avec lui plein de choses, parce que j'admire beaucoup ce monsieur. Donc on a parlé de son parcours, de son point de vue sur le monde politique actuel et sur le déroulement de la campagne présidentielle, mais également son ouvrage paru en septembre 2021 intitulé Les Amateurs sur le quinquennat Macron dans cet épisode. Et je dois préciser une chose, c'est que il nous apporte un éclairage hyper fondamental sur le traitement politique et médiatique de la parole des femmes. Donc je vous invite à l'écouter avec attention. Je remercie Jean-Michel pour sa franchise et son intelligence, et bien évidemment Pénélope et son équipe qui ont organisé ma rencontre avec ce monsieur du journalisme politique français. Allez, je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Jean-Michel Apathy. Jean-Michel, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation dans mon podcast. Merci pour l'invitation. Je suis honorée de vous recevoir. À vrai dire, je vous le disais avant qu'on appuie sur le bouton on, je suis vraiment une enfant de la télé et ce matin en me levant, je me suis dit quand même, c'est fou la vie. Voilà, c'est fou la vie. C'est fou la vie parce que moi je n'imaginais jamais faire de la télé. Et tout ça s'est fait, on en parlera peut-être par un concours de circonstances, une rencontre, 2 rencontres, 3 rencontres, et on arrive notamment à Canal+, qui était tellement éloigné de mon univers personnel. Je veux bien vous croire, d'autant que j'ai lu des choses sur vous, mais bien avant notre interview. Je m'intéressais à vous et puis je vous adorais en fait. D'ailleurs, on va en reparler, mais je regrette que vous ayez un petit peu trop disparu à mon goût. Donc, je ne sais même pas si on peut... Enfin, je me demande dans quel média vous n'avez pas travaillé, en fait. C'est vrai, j'ai fait beaucoup de rédactions. Voilà. Donc, ça passe du journal de dimanche à RTL, en passant par eux. Enfin, voilà, c'est Europe 1, le grand journal de Canal+, France Télé aussi. Enfin, vous avez été quasiment partout, autant en radio qu'en télé. Non, j'ai fait beaucoup de choses et contrairement à ce que pourrait suggérer cette liste presque interminable, j'ai pas fait beaucoup de choses parce qu'on m'a mis dehors, mais en fait, il y a des gens qui ont voulu travailler avec moi, alors j'ai sauté d'un titre à l'autre. Voilà. Ouais, mais c'est vrai qu'on retient. Il y a eu 1 ou 2 moments où on m'a demandé de partir, mais ça, c'est la vie professionnelle. D'ailleurs, c'est intéressant d'en parler. Ah, on en parlera. Ouais. Écoutez, je commence en fait mes interviews toujours de la même manière, à savoir, est-ce que ça vous embête pas de vous présenter ? Comment vous vous présentez aujourd'hui ? Oui, c'est une bonne question. Comment on se présente ? Jean-Michel Apathy, je suis originaire du Pays Basque.
J'ai 63 ans. Alors, je sais pas si c'est jamais dans une présentation, je pense facile de dire son âge, mais bon, voilà, c'est la vie, c'est comme ça. On aimerait dire un chiffre moins élevé, mais ça sert à rien de tricher. Je suis journaliste, j'aime mon métier. J'ai 2 enfants, c'est important. Voilà. Que dire d'autre? Magnifique. Ouais, c'est très bien. On va parler un peu de votre parcours, justement. Vous évoquiez le fait que vous soyez arrivé à la télé un peu par hasard, enfin par une suite de choses, mais c'est vrai que vous venez d'un milieu qui n'était pas du tout journalistique, enfin vos parents n'étaient pas du tout dans ce secteur-là. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes arrivé là-dedans? Je ne sais pas. Je suis venu à la conscience de la vie dans une famille aimante. Mon père, ma mère, des gens modestes. Mais au fond, je partageais très peu d'émotions avec eux. J'ai toujours voulu lire. Mes parents et mon frère, j'avais un frère, n'ont jamais lu. Moi, j'ai toujours voulu. Pourquoi? Et à partir de là, c'est un chemin qui se dessine, qui m'éloigne de ma famille, de mon territoire, et de la vie que le destin pensait avoir tracée pour moi, parce que à l'époque où je suis né, dans le lieu où je suis né, ma vie ne pouvait s'écrire que là. Et en fait, mes émotions me portaient ailleurs. Je me suis longtemps battu contre mes émotions. J'ai tenté de faire ma vie là où j'étais né. Je n'ai pu compenser le désarroi que provoque la lutte contre ses propres émotions que par la consommation d'alcool. Et quand j'ai pris conscience de tout ça, j'ai été vers ce que j'avais envie de faire. Et donc, Paris et le journalisme. Mais quand à un moment dans ma vie, j'ai pu dire, parce que pendant longtemps, je n'ai pas pu le dire, parce que je n'osais pas le dire, quand j'ai pu dire à des copains, à des gens qui étaient dans cet environnement primaire ou premier, je vais aller faire du journalisme politique à Paris, je n'ai pas trouvé une personne qui m'a dit « chouette ». Bravo, fonce. On m'a plutôt dit, mais t'es con, quoi. Journaliste à Paris. Voilà. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on est dans une famille avec des émotions différentes de ceux qui vous ont donné la vie? Qui peut expliquer ça? Quelqu'un d'intelligent peut-être, mais moi j'y arrive pas. Les tout débuts. De quoi? Du journalisme, en fait. Du journalisme, j'adore les débuts. Voilà, l'élément déclencheur, enfin la première manière de pousser une porte. Comment ça s'est passé? Je suis arrivé à Paris en octobre 1987. J'étais amoureux. D'une Parisienne? Non, d'une provinciale comme moi. On allait tous les deux à Paris à l'assaut du journalisme. D'accord. C'était une jeune femme à l'époque. C'était une femme qui avait beaucoup de talent d'écriture, mais qui n'était pas faite pour le combat. Donc je ne sais pas ce qu'elle est devenue. Je pense qu'elle était plus talentueuse que moi, mais beaucoup moins déterminée que moi. Je raconte ça, ça n'a pas une importance majeure, mais de fait, je suis arrivé à Paris, donc avec une autre journaliste pour faire mon trou. Vous savez, quand vous arrivez, personne ne vous attend. Faut le savoir. Et moi, je suis arrivé à Paris, donc octobre 1987, je suis arrivé gare d'Austerlitz, à l'époque. Je ne connaissais personne. J'ai pris une colocation dans le 20e avec un type que je connaissais pas, une petite annonce. J'ai un souvenir vague, mais je me souviens de la colocation parce que c'était une vraie peau de con, mais ça on le sait pas au début. Et donc, pour faire quoi? Il se trouve que dans des vies antérieures, j'avais un peu approché. Je voulais faire du journalisme politique. Ma détermination, c'était ça. Je n'ai jamais voulu faire du journalisme politique. Dans une vie antérieure, j'avais un peu approché le milieu des chiens. Les foires, les gens qui ont des chiens, les concours de chiens, la vie qui vous... Bon. Et donc, du coup, j'ai poussé la porte du magazine 30 millions d'amis pour faire des piges. Et je suis devenu là-bas, pendant 1 an et demi, le spécialiste du cocker. Je peux tout oublier, mais j'étais dans ma vie spécialiste réputé auprès de la rédaction du cocker. Et j'ai fait des reportages alimentaires comme ça, qui m'ont permis de taper à la porte des rédactions où il y avait des services politiques. Le Monde, Libération notamment, et j'ai dit à des gens qui dirigeaient ces services-là, j'ai envie de faire du journalisme politique. Et puis, on a un peu de temps. Mais bien sûr.
Le 21 janvier 1988, je vous dirai pas l'heure, mais c'est la seule chose qui me manque, je savais déjà que ça existait, est sorti en kiosque un magazine qui s'appelle toujours d'ailleurs, Politis. Ouais. Qui a été monté avec des financements de gens issus de la gauche critique, qui pensaient que les socialistes étaient vendus au capital et qu'il fallait essayer de monter autre chose à côté. Enfin, tout ça, c'est les chimères politiciennes traditionnelles. C'était pas du tout mon histoire, mais ce magazine, donc, il monte un magazine pour essayer de supporter une candidature à l'élection présidentielle de 1988. D'un ancien communiste qui s'appelle Pierre Juquin. Et donc, ce magazine Politis sort en kiosque le 21 janvier. C'était un jeudi. Et je le vois, je savais que le projet existait, tout ça, je le vois, et je me dis quand même, trouver une place dans un service politique, c'est difficile. Un magazine qui se crée, il y a peut-être des possibilités de faire des piges. Je fais le numéro de téléphone. À l'époque, 8 chiffres, une cabine, ça finissait par 3636. Ça, je me souviens bien. Et standard, je demande, et je tombe sur la secrétaire du service politique. Et je lui raconte un peu ma vie. C'est-à-dire, j'ai bientôt 30 ans, je viens d'arriver à Paris, j'ai très envie de faire du journalisme politique, je connais personne, patati patata. Et elle me dit, rappelez-moi, la secrétaire, hein, et elle me dit, Maryse, rappelez-moi jeudi prochain. Et je l'ai rappelé tous les jeudis, et on a sympathisé au téléphone sans se voir, je l'ai rappelé tous les jeudis jusqu'au début du mois d'avril, où elle me dit, parce qu'il était toujours occupé, je vous passe le chef du service politique. Oh. Alors le chef du service politique me dit, est-ce que vous pouvez venir me voir demain? Donc on était un jeudi de début. Ah, je dis oui. J'y vais le lendemain, il me donne un reportage à faire sur Mitterrand, un truc à la con, je fais, et puis un deuxième, un troisième, un quatrième, et j'avais le pied à l'étrier. Pourquoi il a accepté de me prendre au téléphone le début avril, parce que c'était tout sauf un type sympathique? C'est parce qu'il venait de s'engueuler, ils étaient 3, hein, il venait de s'engueuler avec ses 2 rédacteurs politiques, il n'avait plus personne pour faire le journal. Donc il fallait quelqu'un en urgence. Et cette espèce d'andouille qui appelait tous les jeudis, je ne sais pas si sa secrétaire n'en avait parlé avant, tombait pile poil au moment où il y avait un petit besoin. Et donc, je suis arrivé. Et, voilà. Et c'est comme ça que j'ai commencé. D'accord. J'ai commencé à Politis, j'ai fait des reportages. Après, une fois que vous êtes dans la mécanique, j'ai rencontré donc sur le terrain des journalistes qui faisaient le même métier que moi, qui avaient mon âge, des journalistes qui ont eu des parcours divers. Hein. Il y en a un qui s'appelait Éric Zemmour, voilà. Et on pourra en reparler, mais parce que voilà. Et après, vous connaissez des gens, et après, vous écrivez des papiers, puis après, vous pouvez contacter des responsables dans d'autres rédactions parce que vous avez une petite crédibilité. Et après, vous avez, cette expression est très juste, vous avez le pied à l'étrier. Et donc, vous êtes bien sûr prêt de monter sur le cheval, vous êtes sur le cheval, et voilà, c'est parti. Voilà. Et il a fallu, pendant 3 mois, téléphoner tous les jeudis à quelqu'un pour y arriver. Voilà. La détermination. Exact. Moi, je suis toujours un petit peu, comment dirais-je, nostalgique d'une époque, parce que je suis passionnée de médias depuis toujours. Je suis une fille de patron de presse, voilà, donc j'ai baigné dans des rédactions. Je suis passionnée par ce secteur et par le métier de journaliste, pardon. Est-ce que vous éprouvez cette forme de nostalgie ou pas du tout? Ou vous adorez l'époque qu'on est en train de vivre? En fait, la nature, je vous l'ai dit au début, m'a doté de sentiments qui n'ont pas tous été faciles à gérer, mais alors elle m'a épargné la nostalgie. Magnifique. Je ne suis pas du tout nostalgique de rien. Même pas de mes cheveux. Donc voilà. Je sais pas ce que c'est. Et j'ai la conviction que... C'est peut-être pour ça aussi, j'ai toujours la conviction qu'on idéalise un passé. Les époques d'avant. Parce qu'elles sont moins dures que les époques d'aujourd'hui, parce qu'on a oublié ce qu'elles avaient de dur. On a retenu que le meilleur. Ouais, parce qu'on ne peut pas vivre sinon. Qu'est-ce que vous aimez aujourd'hui dans les médias actuels? Enfin, quelle est l'émulation que vous trouvez sympathique, s'il y en a une? Voilà, tout a été un peu redimensionné. On ne va pas repartir sur l'histoire des médias, mais aujourd'hui, voilà, il y a des titres qui émergent ou des médias qui émergent. Je pense à Brut ou à des médias comme ça, ou Combini qui sortent vraiment. Bon, ils ont quand même fait leur trou pendant quelques années. Hein, c'est pas non plus. Mais tout est un peu redimensionné. On va dire que des petits sont devenus très grands, que les grands deviennent moins grands. Bon, qu'est-ce que vous appréciez dans cette époque, du coup, vu que vous n'êtes pas nostalgique? Qu'est-ce que vous trouvez fantastique? Est-ce que vous avez un média qui vous vient à l'esprit que vous trouvez génial? Voilà, quel regard vous portez en fait sur l'univers médiatique général aujourd'hui? Je trouve qu'il y a beaucoup de professionnalisme. J'ai connu, moi peut-être, au tout début, donc il y a 30 ans,
des restes encore de journaux militants, de démarches qui n'allaient pas au bout du journalisme. Aujourd'hui, le professionnalisme a beaucoup progressé. Il y a une multiplicité de titres, de moyens d'expression. Évidemment, l'univers informatique a fait exploser beaucoup de codes. Il y a des choses très séduisantes qui s'écrivent, qui se produisent. La presse écrite maintient tout de même une certaine présence. On a envie par réflexe de la pensée d'enterrer la presse écrite, mais en fait c'est pas vrai. Il y a encore beaucoup de magazines, il y a des journaux quotidiens, Le Monde produit de formidables papiers, Le Figaro fait tous les jours un très bon journal, Le Parisien est un bon journal, Les Échos dans le domaine économique amènent beaucoup d'informations. Il y a beaucoup d'offres en fait. Il y a toujours beaucoup de lecteurs, beaucoup d'auditeurs. Alors, peut-être que le média radio chancelle un peu quelquefois, mais enfin il est toujours là. Beaucoup de téléspectateurs, une profusion d'images, une profusion de témoignages. Donc le journalisme est vivant. Après, économiquement, il est chancelant, il est fragile. Mais si on se reporte, puisqu'on en parlait aux époques d'avant, le journalisme a toujours été une activité fragile. Bien sûr. Toujours dépendante de la publicité, d'un nombre fluctuant de lecteurs, d'un désamour, tel titre qui a un certain succès passe vite de mode. Ça a toujours été une entreprise précaire, le journalisme. Donc, le regret par rapport au temps passé, non. Les conditions économiques sont sans doute très dures pour beaucoup de journalistes aujourd'hui. On ne gagne pas bien sa vie dans le journalisme. Je ne sais pas si on l'a bien gagné. Moi, par ailleurs, il y a des périodes où je l'ai bien gagné, donc je ne vais pas aller me plaindre. Mais c'est un corps vivant aujourd'hui. Je ne veux pas vous plonger dans le passé parce qu'on va parler surtout du futur. Mais, c'est agréable, ce du plonger dans le passé. Non, mais moi j'adore. Mais après, c'est. Est-ce que vous auriez un très beau souvenir à nous raconter ? Ah oui, j'en ai plusieurs très bons. Je ne sais pas ce que vous entendez par quel récit vous attendez. J'ai un très bon souvenir global. Alors après, à l'intérieur, il y a beaucoup de moments très chaleureux de 4 années et demie que j'ai passé dans la rédaction du Parisien. C'était entre 1992 et 1996, donc c'était au siècle dernier déjà. C'était une équipe chaleureuse, c'était un projet rédactionnel assez fascinant. Le Parisien, de ce moment-là, c'est une histoire que l'on raconte trop peu parce qu'on vit avec des idées reçues et qu'on ne confronte pas assez ces idées reçues au réel. Le Parisien, qui depuis l'après-guerre, avant la Deuxième Guerre mondiale aussi, mais depuis l'après-guerre, était un grand journal local en Île-de-France, était devenu au fil du temps, peut-être sans s'en rendre compte lui-même, un journal assez idéologique. Il racontait notamment une banlieue maltraitée par l'immigration. Une banlieue soumise à la violence, aux faits divers. C'était un journal qui, sans soutenir une démarche politique, était devenu très droitier, voire un peu séduit, mais sans afficher de proximité particulière, par la démarche politique qu'inaugurait Jean-Marie Le Pen. Et durant toute cette période, toutes les années 80, les ventes du Parisien, qui s'exprimaient de cette manière, qui regardaient la société française de cette manière, les ventes du Parisien ont décliné. Et le Parisien était le titre d'un groupe de presse, le titre le plus important dans lequel il y avait l'équipe. Et les dirigeants de ce groupe, voyant le titre décliner, ont demandé au directeur de l'équipe de l'époque, Noël Coëdel, de reprendre le Parisien en main et de lui redonner une nouvelle jeunesse. Et Noël Coëdel, donc c'est lui qui m'a embauché, est arrivé avec une volonté simple. Arrêter de tout dramatiser, arrêter de peindre l'univers des gens auxquels il s'adressait en noir et d'essayer de raconter la réalité. Il l'a dépolitisé pour en faire un journal d'information. Et moi, je suis arrivé, il m'a embauché à ce moment-là, il y avait un service politique à l'époque, il a changé tout le service politique. Je suis arrivé avec un ancien journaliste, enfin un journaliste qui venait de Libération, avec qui j'avais un peu travaillé. On a une jeune fille qui commençait, qui s'appelle Raphaël Baquet, qui travaille maintenant au Monde, et on a commencé tous ensemble, oui, un nouveau journal. Le titre était connu, la puissance du titre était là, mais tout était nouveau dans le journal. Et on a passé 4 ans et demi, moi j'ai passé 4 ans et demi, 5 ans presque, fabuleux. On a beaucoup travaillé, vraiment on a passé beaucoup de temps, mais dans un état d'esprit, une espèce de joie collective qui ont été fascinantes. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Et la vie est ainsi faite, ça fait partie des rencontres. Noël Coëdel,
On s'est plutôt quitté en mauvais termes. Enfin, bon, il était content que je parte quand j'étais à l'Express à l'époque. J'étais débauché par l'Express. Vraiment, il m'a pas retenu. Vraiment, bon, donc voilà, c'est la vie professionnelle, comme ça. Bon, je l'agaçais, vraiment, voilà, la vie, quoi. Et plus tard, c'est lui qui un jour m'appelle en me disant, il dirigeait la rédaction d'RTL. Moi, je faisais du journalisme politique. Pour le coup, j'étais un peu installé. À l'époque, j'étais chef du service politique de France Inter. Et il me dit, et ça, évidemment, ça fait un bon souvenir, je visitais une exposition avec mon fils. Ma fille n'était pas encore née, tout petit. Et puis, ma femme était là. Et il me passe un coup de fil. Je n'avais pas eu beaucoup de contact avec lui depuis mon départ du Parisien. Et il me dit, est-ce que tu es libre cet après-midi? On se voit à 18h. Et en fait, il me proposait de faire le 7h50 d'RTL, qui dans l'univers professionnel était un truc énorme. Bien sûr. L'interview d'RTL le matin à 7h50 et ça. Et donc voilà, tout ça est en termes de bons souvenirs, des propositions professionnelles comme ça, le 7h50. Ouais, ça reste, c'est fort, quoi. C'est des grands moments. Ouais, c'est des moments où vous jouez, vous êtes professionnel, mais vous jouez dans une équipe du bas du tableau, vous êtes en 2e division, et puis là on vous propose la 1re division, voire le PSG, quoi. Donc vous dites, c'est pas mal, quoi. Est-ce que vous avez le souvenir d'une interview marquante à nous raconter? Oui, bon, vous en avez fait tellement que oui, elles sont innombrables, mais est-ce que vous en avez vraiment une ou deux même qui vous ont vraiment profondément marqué? Oui, j'en ai une qui m'a beaucoup marqué. Il y en a beaucoup qui m'ont marqué, mais il y en a une parce que l'environnement était exceptionnel. Yasser Arafat, qui dirigeait l'OLP, est venu en France à l'automne 2004. Il est malade, il est hospitalisé en France. Bon. Et les nouvelles qui viennent de l'hôpital sont... il va très bien. Oh, il est hospitalisé, mais c'est pas grave. Il a 75 ans. Il n'est pas comme un linge blanc. Enfin bon, on voit bien qu'il le discours officiel, c'est il va très bien. Et puis un mercredi soir, il y a une dépêche de l'AFP qui tombe. En fait, tout ça c'est du flan. Il va très mal. Il est au bord de mourir. Et quand il s'agit du leader palestinien, avec la question israélienne derrière, enfin tout ça prend des proportions mondiales. Et la dépêche de l'AFP le mercredi soir provoque un choc. Et moi, je suis très loin de cette histoire, même si je la suis, parce que. Et puis le vendredi matin à 6h, mon téléphone sonne. Et la représentante de la Palestine en France, elle est toujours vivante, mais elle est maintenant à Bruxelles, qui s'appelle, je vais retrouver son nom, Leïla Chaïd. Leïla Chaïd m'appelle. Bonjour Jean-Michel, je la connaissais un peu, mais très peu. Bonjour Jean-Michel, est-ce que je peux venir à 7h50 ce matin sur RTL? Et alors, on avait invité vraiment non. Oui, c'est ça. On avait invité quelqu'un, donc je me suis dit oui, tout ça. Et donc elle est à 7h50 au micro. Et on fait 7 minutes d'interview, ça durait 7 minutes. Le monde entier attend des nouvelles. Bien sûr. Le monde entier. Donc c'est énorme comme truc. Vous savez pourquoi elle vous a choisi? La puissance de la radio, d'RTL, je pense. On avait déjà fait une ou deux interviews ensemble, mais la puissance de la radio. Elle savait qu'en parlant à RTL, elle donnait des nouvelles au monde entier. Mais ce que j'ai trouvé très fort dans cette interview, c'est que je savais qu'elle mentait. Parce que, évidemment, Yasser Arafat allait bien. Limite, il avait joué au foot la veille. Vraiment, il n'avait jamais été aussi en forme de sa vie. C'était faux. Enfin, évidemment que... Alors, moi, j'essayais par des questions, mais en même temps, moi, Arafat, j'avais pas été dans sa chambre, j'avais aucun bulletin médical sous les yeux. Il n'y avait pas Instagram. Oui, c'est ça. J'avais l'article de l'AFP pour tenter de la contrarier un peu, mais tout ça, c'est des mensonges. Enfin, limite, c'était un complottionniste. Enfin, si on disait qu'il allait mal, tout ça. Et bon, alors, bon. Et donc, je savais qu'elle mentait, mais en même temps, il y avait tout le staff d'RTL qui était là. Enfin, tout le monde savait que c'était un coup énorme. Voilà, il y a le monde entier a parlé de cette interview, évidemment. Bon, je ne suis pas pour grand-chose, mais le fait même que ce soit un mensonge, enfin, c'est contraire à ce qu'est le journalisme. On donne la parole à quelqu'un dont on sait qu'il ment, mais on est content de lui donner la parole, et on n'a pas beaucoup de moyens de le contrarier. Et bon, et voilà, et vogue la galère. 6 jours après, Arafat est mort. Donc, incroyable cette histoire. Incroyable. Mais voilà, ça reste un moment d'adrénaline incroyable, quoi. Quand vous sortez du studio, vous êtes le roi du monde. Alors que bon, vous êtes un tout petit acteur d'une grande histoire, mais vous êtes dans la grande histoire. Génial. Alors, on va se projeter un peu plus dans le passé proche ou présent, on va se rapprocher un peu. Donc, vous avez publié là en septembre 2021, je crois, un ouvrage qui s'appelle Les Amateurs. Oui.
Est-ce que vous voulez en reparler ou pas du tout ? Oui, bien sûr, avec plaisir. Qu'est-ce que vous voudriez nous dire sur ce livre que vous n'avez peut-être pas encore dit ? Un message à faire passer sur globalement le contenu de cet ouvrage. Vous estimez que la 5e a jamais vécu une période, 5e République, j'entends, oui, bien sûr, n'a jamais vécu une période aussi sans précédent en termes d'amateurisme. Oui, alors j'ai employé le mot amateurisme que j'assume tout à fait parce que Emmanuel Macron lui-même l'a employé. Il dit à ses troupes, dans une circonstance particulière, « Soyez fiers d'être des amateurs. Les professionnels de la politique que nous avons chassés il y a quelques années vous critiquent, nous critiquent. Soyez fiers d'être des amateurs. » Donc le mot vient de lui, je l'ai saisi au bon. Peut-être le rappeler, effectivement. Ouais. Mais effectivement... nous avons du mal à admettre que la politique est une affaire de professionnels. On voudrait dire que la politique n'est pas un métier. Et on a raison de le penser d'une certaine manière parce que la politique, c'est la dévotion de certains d'entre nous à l'action commune et au bien commun. Donc, on ne peut pas faire un métier d'une démarche généreuse. Donc, l'idéal, ce serait de faire de la politique un moment dans sa vie, puis de faire autre chose après, c'est-à-dire de laisser le pouvoir à d'autres. Mais dans la vraie vie, ça ne se passe pas comme ça. Font de la politique avec un certain talent et une certaine compréhension des enjeux, ceux qui portent en eux cette sensibilité. Le cas le plus éclairant dans la période moderne, et celui sur lequel on est sans doute le plus documenté, parce qu'on a moins écrit sur Napoléon ou Louis XIV par exemple, c'est Charles de Gaulle, qui est militaire, mais qui porte en lui la fibre politique. Charles de Gaulle, du premier jour de sa vie, a fait de la politique. Il a compris assez tard qu'en fait, il était davantage un homme politique qu'un militaire. Et on comprend la finesse des raisonnements, des attitudes. On comprend tout ce qu'il faut mobiliser comme sensibilité personnelle pour faire de la politique. L'endroit où on apprend à faire de la politique, normalement, ce sont des partis politiques. Les partis politiques aujourd'hui en France, depuis 20 ans, connaissent une crise que les autres démocraties européennes ne connaissent pas. Et du coup, accèdent au pouvoir des gens, Emmanuel Macron en est l'exemple le plus achevé, des gens qui sont davantage formés, préoccupés, guidés par leur ego, leurs sentiments personnels, que par une compréhension de la société, de la diversité de la société, de la fragilité de la société et des difficultés qu'il y a à diriger un État. Et du coup, l'amateurisme d'Emmanuel Macron se remarque à des phrases qui sont stupides. Évoquer des gens qui ne sont rien quand on est à la tête de l'État, c'est quand même incompréhensible. Se remarque au surgissement des Gilets jaunes, qui, par négatif, font bien comprendre l'absence de souci et d'empathie pour toute une frange de la population qui est dans la difficulté, pas dans la souffrance, mais dans la difficulté. Et avoir à la tête de l'État quelqu'un comme Emmanuel Macron qui a ce parcours-là, explique que quand on ouvre l'enclos pour la présidentielle de 2022, un personnage sans expérience, appartenant à une catégorie qu'on dit détester des Français peut-être, c'est-à-dire le journalisme, se taille le succès qu'il se taille, c'est-à-dire Éric Zemmour. La France est prête est prête, dans le mauvais sens du terme, pour des aventures politiques qui peuvent l'amener sur des chemins vraiment problématiques. Et les amateurs, au pouvoir, permettent de comprendre cette comment dirais-je, cette perte d'efficacité de la politique. C'est une forme de déliquescence. Enfin, je cherche le mot pour bien me faire comprendre, mais quand on voit par exemple l'Allemagne, elle donne le pouvoir, quand elle remplace Angela Merkel, à quelqu'un qui est le patron d'un parti politique, c'est-à-dire d'une famille politique qui a des élus importants dans le territoire, qui sent le pays, qui est capable de comprendre un pays complexe.
En France, on l'a donné à un homme issu d'une aventure très personnelle et qui est tout seul. Et c'est un vrai danger. Parce que quand on fait ça une fois, on peut le faire 2 fois, on peut le faire 3 fois, et on peut s'engager sur des chemins qui nous éloignent de la prise en compte de la diversité, donc de la démocratie. Je ne crois pas qu'on en ait conscience de ça. Et les amateurs, le récit que j'ai fait, qui a tenté de mettre ça en lumière, que j'ai fait sur un mode un peu ironique, est en fait, je pense, le récit d'une séquence lugubre. Et je ne sais pas où elle va nous amener. Mais on a mal conscience de la crise politique dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Quelqu'un m'a dit un jour, c'est un peu dur à assumer comme propos, mais bon, en même temps, c'est ce qu'elle m'a dit. C'est une rescapée des camps de concentration. Et elle m'a dit, Macron, c'est de la graine de dictateur. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est assez juste, mais il faut bien analyser la formule. De la graine, ça veut dire qu'il ne l'est pas lui-même forcément, mais que la nature même de son aventure peut nous éloigner de la démocratie. Mais pas avec lui, je pense. Mais c'est une lente dérive que l'on observe. Parallèle aussi au fait qu'il n'y ait plus d'opposition. C'est-à-dire que c'est quand même quelqu'un qu'on a le sentiment qu'il se... Ouais, mais bon, l'opposition, comme on l'a connue, elle est... Ah non, il y a une opposition, c'est pas le problème. L'opposition, elle existe toujours partout, l'opposition. Non, c'est pas le problème. C'est la relation que les citoyens ont avec la politique. Il y a un désintérêt profond. Oui, il y a un désintérêt pour les propositions politiques, pas pour la politique, mais il y a un désintérêt pour les propositions politiques. C'est-à-dire qu'il n'y a pas grand monde qui suscite la confiance, il n'y a pas grand monde qui donne l'envie. Et le risque, c'est que l'envie vienne, la confiance vienne à partir de propositions qui soient radicales et qui soient violentes. Ce qui est le cas. Et ce qui est un peu le cas, oui, bien sûr, bien sûr. Nous sommes passés en France d'un moment où l'extrême droite pesait 15%, à presque un tiers de l'électorat aujourd'hui, si on additionne le Rassemblement national et l'aventure d'Éric Zemmour. Donc c'est un changement de paysage en 5 ans. Le changement de paysage est colossal. Colossal. Donc c'est ça le problème. Mais le problème, c'est la représentation politique aujourd'hui correspond aussi à une attente des gens. Les gens, à travers le goût qu'ils manifestent, donnent de l'audience et de la force à des forces politiques. Et donc c'est ce goût du radicalisme, d'idées un peu violentes, qui montre que nous sommes en train nous risquons de dériver. En ce sens, Macron dictateur, c'est idiot. Macron graine de dictateur, c'est juste. Mais Macron est le symptôme de la déliquescence des forces démocratiques. Ceci dit, on ne sait jamais comment s'écrit l'histoire. Je ne sais pas qui va gagner, comment, quand. Puis ça n'a jamais de fin, ces histoires-là. Mais vous n'avez même pas un petit pressentiment ? Non, il est difficile d'avoir un pressentiment. Vraiment ? Oui, bien sûr. Là, aujourd'hui, vous ne dites pas, avec toute l'expérience que vous avez ? Non, l'expérience, elle n'apporte rien. Les chemins de l'histoire sont toujours inattendus. Toujours. On peut jamais dire ce que sera déjà le vainqueur de la prochaine élection présidentielle. Rien que ça, on ne peut pas le dire. Enfin, on ne peut pas le dire. Qu'est-ce qui vous agace le plus dans ce que vous observez aujourd'hui, dans le cadre des élections présidentielles Ce qui m'agace, ouais. Quelque chose qui va me faire apparaître épouvantablement prétentieux, mais la bêtise, les mensonges, les raccourcis, les idées fausses, l'arrogance française, le sentiment que nous allons être envahis. Oui, mais c'est arrogant de dire ça. Si moi je trouve qu'il y a beaucoup de bêtises sur la scène publique aujourd'hui, ça veut dire que moi je suis plus intelligent que les autres. Je le pense, mais le dire est arrogant. Mais je le pense. C'est ironique, hein ? Oui, bien sûr. Je vous ai entendu parler, notamment suite à la publication de votre ouvrage, de l'affaire Nicolas Hulot. Oui. J'ai écouté pas mal de vos interventions en préparant l'interview. Qu'est-ce que vous avez envie de dire sur ce sujet ?
parce que j'ai bien compris, en fait, j'ai lu, bien entendu, pas mal de choses. J'ai vu votre intervention et moi, avec un point de vue complètement en dehors, enfin voilà, j'étais pas tellement concernée par le sujet, même si je me suis pas passionnée pour ce sujet, j'ai pas enquêté sur ce sujet, mais j'ai regardé d'un point de vue complètement objectif. Et c'est vrai qu'en vous écoutant... L'objectivité, vous savez. Oui, disons que ça n'existe pas. Voilà. Non, mais je veux dire, j'étais un petit peu en dehors. Vous aviez du recul. Ça, voilà, oui, ça existe. Le recul, ça existe. Voilà. Et en fait, je me suis comment dire, j'ai compris votre démarche. C'est-à-dire que vous n'avez pas pris parti pour Nicolas Hulot ou contre Nicolas Hulot. Vous avez voulu rester... alors, je peux prendre quoi comme terme à part objectif, mais vous avez voulu, d'une certaine manière, pointer du doigt des comportements, on va dire, ou des manques au sein des médias. Et je trouve ça courageux de votre part, parce qu'en fait, ça peut se répéter, il peut se reproduire plein de choses, que ce soit Nicolas Hulot ou un pur étranger, finalement, c'est parce que c'était Nicolas Hulot qu'on en a parlé de cette manière-là, ou qu'on n'en a pas parlé. En gros, voilà, de ce que j'ai cru comprendre, mais rectifiez-moi si je me trompe, mais ce qui vous a énervé, ce qui vous a choqué, ça a été ce passage sous silence, cette volonté de rester de marbre, entre guillemets, face à finalement une parole de femme qui a parlé de sa souffrance. Face à une accusation. Qu'est-ce que vous voudriez nous dire encore un peu plus là-dessus ? Mais Mon développement était très long, désolé. Non, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que je crois que c'est une histoire importante pour la société. De manière générale, il y a des femmes qui vont au travail ou sortent dans la rue la peur au ventre. Ça n'est pas admissible. Nous avons aujourd'hui un niveau de conscience suffisant pour comprendre que ce sentiment que provoque le comportement de certains hommes doit disparaître pour qu'il y ait une égalité. Voilà. Si quelque chose doit se passer entre un homme et une femme, il faut que ce soit un désir commun. Et pas que l'histoire se produise parce que le désir du mâle s'impose à celui de la femme. Pas acceptable. On doit sortir de cet archaïsme. Et donc certaines histoires nous permettent, le mouvement MeToo est né là-dessus, de prendre conscience de cela. Quand nous apprenons collectivement que Nicolas Hulot est l'objet d'une plainte pour viol, nous ne savons pas si Nicolas Hulot est coupable du viol dont on l'accuse. Mais ce qui est inacceptable, c'est février 2018, au moment où nous l'apprenons, c'est la rapidité et l'homogénéité avec laquelle les médias, les responsables politiques, ceux qui contribuent à la fabrication de l'opinion publique, se détournent de la victime. Nicolas Hulot, victime de plainte pour viol. Alors, le premier interlocuteur de Nicolas Hulot sur le sujet, c'est Jean-Jacques Bourdin. Les seules questions qu'il pose, est-ce que ça vous fait mal à vous, Nicolas Hulot ? Il n'a pas une question sur la personne qui a porté plainte. Pas une. Alors, je ne sais pas si elle a raison de porter plainte, mais il faut quand même que la collectivité s'intéresse à la femme qui porte plainte. Donc Nicolas Hulot dit oui, ça me fait mal. Ça me fait mal qu'on m'accuse de viol. Bien sûr, oui, je comprends que ça fasse mal. Oui, ça fait mal à mes enfants, à ma femme. Je comprends aussi, bien sûr. Mais enfin, on ne peut pas raconter l'histoire uniquement de ce point de vue. Et quand il sort du studio de RMC, le président de la République, par son porte-parole, fait dire accusation de viol, ça me laisse de marbre. Mais et puis tout s'arrête et puis on passe à autre chose. Mais ça, c'est entretenir dans la société la douleur que j'évoquais précédemment. C'est-à-dire ça, c'est continuer à vivre dans l'archaïsme. C'est refuser de changer les choses. C'est pas acceptable, ça. Donc, à partir de là, j'ai mis du temps. J'ai mis 3 ans et demi. Je me suis pas pressé. À partir de là, j'ai essayé de comprendre. Voilà, j'ai trouvé qu'il y avait une journaliste qui avait un témoignage qui éclairait la scène de viol, présumée, qu'elle n'en faisait rien. Enfin, j'ai compris que les médias avaient des comportements curieux. Donc, j'ai essayé de rassembler des éléments d'un puzzle dans le livre pour dire que on ne pouvait pas se contenter, puisqu'il y avait une accusation publique de viol, d'un propos
négligent de celui qui faisait l'objet de cette accusation et qu'on devait au contraire demander, puisque c'était une personnalité publique, qu'il y avait là, dans cette histoire, à la fois du sens et une valeur d'exemple, qu'on devait lui demander de s'exprimer là-dessus, de répondre à des questions, ce qu'il ne veut pas faire. Bon. Et donc, je me suis rendu compte là que, pas la totalité, parce que certains, au contraire, ont accueilli le récit, mais enfin, une large partie de la presse ne voulait pas parler, en septembre 2021, de Nicolas Hulot, de la plainte pour viol. Et il a fallu secouer beaucoup de choses, et puis est arrivé le magazine Envoyé spécial pour que les choses changent. Patrick Poivre d'Arvor a subi lui aussi quelques difficultés, Jean-Jacques Bourdin plus tard. Tout ça pour en arriver à quoi ? Les violences que subissent les femmes ne peuvent pas être, c'est un constat terrible que personne ne veut faire, ne peuvent pas être réglées par la justice telle qu'on la connaît, pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'on a compris, on nous a expliqué que les mécanismes de prise de parole des femmes victimes de violences sexuelles étaient des mécanismes qui ne correspondaient pas à la prescription que met en place la société. Quand la prescription existe sur des faits, c'est ce qui se passe dans l'affaire Hulot, la justice ne peut pas enquêter. C'est dur ce que vous dites quand même, parce que oui, ça veut dire qu'en gros, vous remettez en question les systèmes de la justice, à savoir la présomption d'innocence, la prescription, tous ces trucs-là. C'est à cela qu'il faut nous confronter. Je ne sais pas quelle réponse il faut y apporter, mais il faut prendre conscience du fait que la justice... C'est pas adapté à ce sujet-là. Ne peut pas, ouais, absolument. Alors, y compris la présomption d'innocence. Ben oui, mais je vais vous expliquer pourquoi. La prescription des faits empêche la justice d'avancer. Donc il faudrait que les femmes adaptent la prise de parole à la prescription. Et comme on a compris, chaque cas étant particulier, que la prise de parole est difficile pour des femmes qui sont victimes de violences sexuelles, la honte, la peur de ne pas être crue, la volonté d'oublier, une mémoire traumatique dans les cas les plus graves, qui fait que la personne qui a été victime d'une violence ne le sait pas, vit avec un malaise mais n'en comprend pas la source, et puis une circonstance réveille le malaise, donc la prescription n'est pas adaptée. Souvent, les récits de femmes, pas tout le temps, mais les récits de femmes peuvent être faits hors des délais de la justice. À ces femmes-là, pour compenser cela, on leur dit quelque chose. On a construit cette culture-là, mais il faut qu'on en tire les conséquences. On leur dit quelque chose qui est très fort, on leur dit « on vous croit ». Pour les inciter à prendre la parole. Si vous dites à une femme qui accuse « on vous croit », que reste-t-il de la présomption d'innocence de celui qui est accusé ? Nous devons réfléchir à cela. Nous devons inventer des mots ou des concepts pour éviter de désigner comme coupable certain quelqu'un qui n'est qu'accusé. Mais nous devons nous confronter à ça. Et on refuse de se confronter à ça. Et c'est un problème. Je suis contente de vous entendre là-dessus, parce que c'est pas ce que j'avais compris. D'accord. J'ai compris que vous avez... Je comprends mieux. Et il y a deux autres données qu'il faut prendre en compte pour mesurer l'incapacité de la justice à régler ces problèmes. C'est que les violences sexuelles sont des scènes intimes, il n'y a pas de témoins, et elles ne produisent pas, ou exceptionnellement, des preuves. J'ai rencontré une femme, victime d'une agression sexuelle, enfin c'est ce que je vais raconter est tout bête, mais dont la robe a été tachée par le sperme de l'homme, ben la robe, elle l'a déchirée le lendemain. C'est un élément de preuve, avec l'ADN aujourd'hui. Mais la psychologie d'une personne qui subit une telle violence, quand elle l'a subie, elle n'est pas du tout prête à aller la raconter à des autorités, à des policiers, elle n'est pas du tout prête. Donc elle détruit ce qui lui rappelle cette scène-là, qui peut être une scène d'une extrême violence, qui peut déséquilibrer toute une vie. Je ne parle pas de quelque chose d'anodin. Et donc, il n'y a pas de témoin, il n'y a pas de preuve. Si la prise de parole est tardive, la prescription empêche la justice de se mettre en mouvement. Et si on accumule tout ça, la vieille culture de domination masculine a de beaux jours devant elle. Est-ce que c'est l'intérêt de la société que cette vieille culture ait de beaux jours devant elle ? Non. Donc il faut travailler sur tout ça. Je trouve qu'il y a une paresse intellectuelle face à ces événements. Ce qui s'est passé avec Jean-Jacques Bourdin le montre encore. Hélas, nous devons faire du chemin. Et la présomption d'innocence, c'est un joyau qui est ébréché. Alors, si on ne le constate pas, si on n'essaie pas de réfléchir là-dessus, on ne progressera pas beaucoup. Voilà. D'autant qu'il y a une évolution énorme sur le consentement. C'est-à-dire que je pense qu'il y a beaucoup de jeunes femmes aujourd'hui qui se demandent est-ce que je suis consentante ? C'est-à-dire, je crois aussi qu'il y a une évolution des mentalités là-dessus.
beaucoup de jeunes femmes, enfin dans mon entourage, voilà, j'ai des jeunes femmes qui se posent des questions et qui se demandent est-ce que j'étais consentante. Bien sûr. Question qu'aujourd'hui, enfin que moi personnellement, je ne me posais pas vraiment à l'époque. Bien sûr. Et je crois que ça soulève des sujets beaucoup plus psychologiques et qu'on ne le pense. Et peut-être qu'effectivement, le débat public s'empare pas de ces sujets-là. C'est difficile de dire non au désir d'un homme. C'est difficile de dire non pour tout un tas de raisons. Et à un moment, la difficulté est telle qu'on ne sait plus si on est consentant ou pas. Et il faut essayer de créer, alors c'est difficile, et puis on ne refera pas le monde, il y a quelque chose de sans doute d'irrépressiblement sauvage dans tout ça, mais il faut quand même essayer de faire en sorte que, par exemple, dans la sphère professionnelle, moi je suis très marqué par certaines histoires, que dans la sphère professionnelle, une femme n'aille pas au travail avec la boule au ventre parce qu'elle n'est pas considérée. Sa démarche n'est pas considérée seulement comme professionnelle, mais c'est de la chair à consommer. C'est dégueulasse. Il y a des histoires qui ont été racontées. J'ai une histoire en tête d'une jeune femme, elle a 22 ans, elle pense qu'elle a la chance de travailler avec un très grand journaliste, et puis voilà. Et ça ruine sa vie. C'est une forme de crime. Et au bout du chemin de toutes ces attitudes-là, il y a les féminicides, il y a des hommes qui pensent que le corps de la femme leur appartient. Il y a un enjeu social important. Notre réflexion là-dessus est embryonnaire. Et j'ai été très surpris quand j'ai essayé de vendre mon livre sur ce point, de constater, je ne les accable pas, parce que je sais qu'elles sont engagées dans un combat difficile. Mais j'ai été surpris de la difficulté à mobiliser certaines figures du féminisme là-dessus. Ça m'a surpris. Je ne les juge pas, mais ça m'a surpris. Je pourrais dire des noms, je ne vais en dire qu'un seul. J'ai toujours été assez admiratif du parcours courageux de Marlène Schiappa, mais qui là était totalement défaillante. Et qui, sur Hulot, a écrit un papier dans le journal du dimanche qui est scandaleux. Et je pense qu'elle s'honorerait à le reconnaître des années après, que ce qu'elle a fait n'était pas bien. Que ce qu'elle a fait est une rupture avec son combat formidable. Et c'est une femme sur ces sujets-là qui est sincère, mais qui, parce que la notoriété, parce que la solidarité politique, parce que quelquefois c'est trop difficile, a manqué à son propre combat. Et je pense qu'elle nous aiderait à progresser si elle le reconnaissait. Je ne veux pas l'accabler, mais je pense qu'il y a des manques. Voilà. C'est un vrai sujet. Bien sûr. Qui concerne tout le monde, parce que souvent on a l'impression que ça concerne que des célébrités. Enfin, on a besoin que ça bouscule des célébrités, mais c'est vrai que moi je pense souvent à cette jeune femme ou cette femme tout simplement qui a 3 enfants, qui est caissière et qui a un problème avec son supérieur hiérarchique. Et voilà, je crois qu'il faut aussi replacer le débat dans des sujets de la vie quotidienne qui concernent pas uniquement des actrices à Hollywood ou des grands reporters ou des voilà. Donc c'est pas forcément. L'espoir qu'il faut avoir, c'est que parler de ces situations quand elles concernent des gens connus donne des outils aux gens qui vivent ça dans leur vie quotidienne Bien sûr. et ordinaire. Ça mérite, oui. C'est ça. L'interview je l'ai compris à plusieurs témoignages, l'interview que fait Jean-Jacques Bourdin de Nicolas Hulot est une interview à bien des égards scandaleuse. C'est une interview qui a motivé ensuite plusieurs démarches de femmes pour faire connaître ce qu'elles avaient connu. Indignées de constater que le journaliste ne se souciait pas de la victime et de la femme, elles ont commencé là une réflexion qui les a amenées à prendre plus tard la parole. Donc c'est intéressant. Ça. La prise de parole est importante, ouais, parce que ça n'implique pas uniquement... Enfin, dès lors qu'on prend la parole, ça peut aussi ruiner une personne. C'est toute sa vie durant, on a l'étiquette sur le front de c'est moi qui ai dénoncé telle chose. Une personne, c'est très dur à porter. Une vie familiale constituée. Bien sûr. C'est très très difficile. Et ça, on ne va pas le voir encore. On se gargarise de MeToo, mais on est très 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 loin du compte, encore aujourd'hui. Mais ça viendra. Il faut travailler. On va peut-être en venir au sujet qui nous a liés tous les deux quand même. Pénélope Boeuf, que j'adore, lance une collection de podcasts avec vous qui s'appelle « Allons enfants de l'apathie ». C'est elle qui a trouvé le titre. Enfin, c'est l'équipe en tout cas de la toile sur écoute qui a trouvé le titre. Je n'aurais pas osé. Mais c'est un super titre. Pourquoi vous faites ça ? Je fais ça parce que j'aime parler de la politique. Que le podcast permet de choisir ses sujets et que l'idée de faire de la pédagogie sur la politique
est une idée que j'aime parce que j'ai l'impression d'avoir toujours cherché à faire ça à partir de l'actualité. Et donc là, c'est fait avec un peu de distance et avec le souci d'aider les gens à comprendre la politique à un moment où il faut faire un choix. On peut quand même le rappeler, ça a été lancé donc lundi. Être civique, donc le 7 février. Ouais. Les sujets que vous abordez, c'est autant quelle est l'histoire de l'extrême droite, que se passe-t-il quand un candidat meurt, combien gagne un responsable politique, et à chaque fois, voilà, c'est tous les jours 3 minutes où vous prenez le micro, où vous expliquez, vous répondez à une question que finalement beaucoup de gens peuvent se poser, mais pas uniquement des jeunes, pas uniquement... Non, voilà, ça concerne un peu tout le monde. Oui, voilà. Par exemple, qu'est-ce que c'est la Constitution ? Tout le monde le sait, mais personne n'en sait rien. Moi, je le sais parce que j'ai fait des études de droit. Voilà. Moi, j'ai découvert ça un jour. J'ai étudié le droit public et je connaissais le mot, je ne connaissais pas la chose. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens comme ça. Et puis, si des gens savent ce qu'est la Constitution, est-ce qu'ils savent ce qui se passe quand un candidat meurt ? Peut-être, peut-être pas. C'est dans la Constitution, d'ailleurs. Le réchauffement climatique, qu'est-ce que ça implique ? L'immigration, quand on dit l'immigration, c'est pas bien, de quoi on parle ? Est-ce qu'on a conscience que l'immigration, on devrait en parler au pluriel ? Il y a des immigrations. Il y a un candidat qui dit moi je suis contre toutes les immigrations, légales ou illégales. Mais si on réfléchit 2 minutes, un ingénieur japonais ou américain qui travaille pour le groupe Toyota, c'est une immigration, et qui veut venir à l'usine de Valenciennes, puisque Toyota a investi des milliards et des milliards à Valenciennes, on va lui dire tu rentres pas, Coco ? C'est ridicule. Comment est-ce qu'on peut dire une bêtise pareille ? Donc c'est bien d'essayer dans des podcasts d'expliquer ça pour si quelqu'un entend pas d'immigration légale et qu'il se dise bon, ça tient pas debout cette histoire. Voilà. Mais moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de savoir comment un monsieur comme vous. Oh, un monsieur, vous exagérez. Si vous êtes un monsieur, enfin c'est ce que je vous disais. Voilà, vous êtes un monsieur des médias. Comment, quelle est la démarche, cette gymnastique mentale que je trouve ultra moderne, vous conduit au podcast, en fait. C'est vous qui avez eu cette démarche de vous dire, tiens, je veux faire un podcast ? Alors, ça fait longtemps que je voulais faire des podcasts sur n'importe quoi, parce que j'aime bien parler. Sur les coquers. L'exercice a été plus... Comment ? Sur les chiens, je sais pas. Ouais. Pourquoi pas ? En fait, et puis ça recoupe autre chose, le podcast, que je n'ai jamais réussi à faire dans ma vie. J'ai fait des tentatives, ça n'a jamais marché, c'est curieux, hein, mais j'aime bien la pédagogie. Vous êtes très pédagogique quand même. J'aurais bien enseigné, par exemple, le journalisme dans les écoles. Ça n'a jamais marché. Je suis étonné. Moi aussi. Mais c'est comme ça. Moi, j'aurais bien voulu vous avoir en prof quand j'étais en école de journalisme. Oui, hélas, les gens qui dirigent les écoles n'ont jamais été trop raisonnés comme ça. Ça m'a toujours surpris, mais c'est comme ça. Bon, bref. Donc, dans le podcast, il y a quelque chose qui relève de la pédagogie qui m'intéresse beaucoup. Et dans le livre aussi, d'ailleurs, j'ai des projets de livres qui n'intéressent pas du tout les éditeurs parce que c'est des projets pédagogiques, au fond. Comme quoi ? Alors, on peut s'embarquer là-dedans. Non, mais comme thématique que vous j'ai 2 projets de livres depuis des années, mais le premier, j'ai cru que j'allais aboutir. Le second, je comprends que j'aboutirai jamais, mais ça ne veut pas dire que je le ferai pas. Moi, je veux raconter, j'arriverai un jour, je veux raconter non pas la guerre d'Algérie, mais les raisons pour lesquelles la France un jour a été en Algérie, 1830, et ce qu'elle a fait de 1830 à 1954, qui est le début de ce que nous appelons la guerre d'Algérie. Qu'est-ce qu'elle a fait ? C'est une histoire qu'on occulte totalement, qui donc n'a qu'une vocation pédagogique, mais c'est une vocation pédagogique qui, je crois, bouleverserait beaucoup de choses dans la représentation que nous avons de ce qu'est la France, de sa grandeur et de sa générosité. Parce que la France en Algérie de 1830 à 1954, c'est ce que sera la Wehrmacht plus tard en France. C'est une action ignoble. Mais et en fait, c'est de la pédagogie. Voilà. Et puis il y a une autre histoire qui me passionne, mais celle-là, je crois. Il y a un lien direct
Moi, j'appelle ça l'engrenage. Il y a un lien direct entre un coup de tomahawk qu'un Indien a donné à un soldat français en mai 1754 au Canada et la décapitation de Louis XVI le 21 janvier 1793 à Paris. Il y a un lien direct entre les deux. J'adorerais raconter ça. L'engrenage. Comment le monde entre dans des révolutions incroyables sans le savoir. Voilà. Et pourquoi je vous disais ça ? Parce qu'en fait, c'est l'esprit du podcast. C'est voilà. Mais bon, il faut avouer que voilà. J'aurais adoré. Ce type de pédagogie me passionne. C'est ce que j'ai toujours essayé de faire dans le journalisme politique, de faire de la pédagogie. C'est difficile de le faire à la télé ou à la radio ? Non, j'ai toujours fait ça, je crois. Non, mais par le format, c'est parfois j'entends des gens qui me disent on est plus libre en podcast, on a moins la notion du temps, de l'encart publicitaire qui doit venir à tel moment, à telle minute, etc. Enfin, il y a une rythmie du podcast peut-être plus libre. En fait, je dirais pas ça parce que évidemment un média traditionnel a des contraintes, mais on s'adapte aux contraintes, on les surmonte, on les accepte. Moi, j'ai été 4 ans chef du service politique à France Inter. Et j'ai eu le sentiment de faire 4 années de pédagogie. Je me suis écarté de cette démarche parce qu'on m'a demandé de faire une interview. Donc l'interview, c'est un exercice un peu différent. Mais ça, j'ai fait ça, puis dans les papiers que j'ai pu faire aussi avant. Alors, l'avantage du podcast, il est un peu ailleurs. D'abord, on choisit le sujet est lié à l'actualité, par exemple la politique, l'élection présidentielle et en lien. Mais pour le coup, on choisit la manière dont on aborde ça. On a une liberté pour entrer dans le sujet qui peut-être est plus grande. Peut-être aussi une créativité, un environnement. Je trouve que dans sa mise en onde globale, le podcast Allons enfants de l'apathie, puisque ça existe, Allons enfants de l'apathie, est assez créatif et original. Et je n'y suis pas pour grand-chose. Plutôt les gens qui ont le savoir-faire, la toile sur écoute, et qui donnent à l'ensemble un aspect amusant, séduisant. Il y a une part de créativité comme ça qui est séduisante, voilà. Mais après il y a le fond du propos. Et le fond du propos, ce qui est intéressant, c'est que je suis libre de parler de ce que je veux. Je ne suis pas contraint par l'actualité. Parler de la dette ou parler d'autres sujets politiques, du travail des sénateurs, voilà, ça c'est moi qui le détermine, et il y a cette liberté-là. Et l'espoir, c'est de toucher des gens qui sont un peu loin de la politique, ne la comprennent pas, apprennent des choses. C'est toujours passionnant, ça, de penser que ça peut, non pas rendre service, mais aider peu quelqu'un, voilà, un peu dans sa citoyenneté, voilà. Ça va pas l'aider beaucoup, ça va pas le rendre plus riche et lui faciliter les fins de mois, ça c'est un autre problème, mais voilà, ça peut l'aider un peu comme ça. Ça peut le divertir 3 minutes, ça peut, voilà. Pourquoi Pénélope ? Pourquoi vous avez choisi Pénélope ? Parce que lors d'un dîner d'annonceurs à TF1, j'étais assis à côté d'une personne que je ne connaissais pas, une femme. Je lui ai dit que je ferais bien des podcasts, et elle m'a dit je connais quelqu'un. Voilà. Ok, super. Voilà pourquoi Pénélope. Qui a priori n'était pas les podcasts sur la politique. Il devait y avoir d'autres producteurs de podcasts qui avaient déjà produit des choses. C'était pas le cas de Pénélope, mais voilà, et on s'est rencontrés. Et au début, on n'a pas bien compris ce qu'on pouvait faire ensemble. Et puis on s'est re-rencontrés, et puis voilà, voilà. C'est pas une histoire d'amour, pas un coup de foudre, hein, mais voilà, on s'est acclimaté. Pas facile d'acclimater Pénélope. Oui, mais ça dure plus longtemps. Oui, pas facile d'acclimater Pénélope. Ouais. C'est une travailleuse hors pair. Moi, elle m'épate par sa capacité de travail. Elle est incroyable. Oui, je pense que... Elle a vraiment une grande capacité de boulot. Pas beaucoup de repos. Et puis, c'est pas du travail fait les yeux fermés, c'est du travail fait les yeux ouverts. Il y a beaucoup d'idées, il y a beaucoup d'énergie, il y a beaucoup de... Jean-Michel, le temps passe vite avec vous. C'est gentil, ça. J'ai toujours quasiment les mêmes questions que je pose à mes invités en fin d'interview. Déjà, est-ce que vous avez le sentiment d'avoir vécu un échec dans votre vie ? Oui, oui. J'ai vécu des échecs comme tout le monde, mais... Est-ce qu'il y en a un qui vous a marqué en particulier ? Parce que souvent, on dit il n'y a pas d'échec, il y a des apprentissages. Voilà. Est-ce que vous avez senti qu'il y a eu un moment dans votre vie où vous vous êtes dit je me suis planté, mais
vous avez redémarré. Oui. En fait, j'ai eu une vie, au fond, assez heureuse. Mais il y a 2 échecs. Et puis, être heureux, c'est une relativité, parce qu'on comprend après qu'en fait, on pouvait ne pas être heureux dans un moment où on croyait être heureux. Donc, tout ça doit être manié avec précaution. Mais, par exemple, pour aller très vite et pour être très bien, je vais vous raconter 2 échecs. D'accord ? On peut ? Bien sûr. 2 ? Bien sûr. C'est du luxe. Et j'étais un enfant très brillant dans l'école primaire. Alors, évidemment, dans l'école primaire, c'est pas très compliqué, mais enfin, j'étais un peu au-dessus du lot, quoi. Puis quand je suis arrivé en 6e, j'ai complètement arrêté de travailler. Et puis, je suis sorti de l'école en 3e, sans avoir compris pourquoi. Donc, tout ça n'était pas formulé dans ma tête d'enfant et de jeune adolescent. C'est après qu'on reformule tout ça, mais sans avoir compris pourquoi j'avais déserté une activité que j'aimais, qui était l'école, l'apprentissage, la culture et la curiosité. Donc tout ça est lié à quoi exactement, en fait, je ne le sais pas encore aujourd'hui. Mais évidemment, un environnement personnel qui, voilà. Et du coup, je suis sorti de l'école jeune, je me suis engagé dans la vie active, dans le travail, où j'ai appris beaucoup de choses, mais j'ai aussi perdu beaucoup de choses. Et ça, c'est un échec... avec le temps qui passe, qui est d'autant plus douloureux d'une certaine manière qu'il n'y a pas d'explication. Donc je n'ai pas réussi à expliquer tout ça. Donc voilà. Et puis le deuxième échec, j'ai fait pendant 12 ans l'interview d'RTL. 2003, 2015. Ce qui est, je n'en tire fierté que pour la suite, ce qui est le record, jamais personne n'a tenu aussi longtemps l'interview d'RTL, c'est un exercice exigeant. Et puis un matin... Sur une durée aussi longue. Oui, la personne qui dirige RTL me dit, on va arrêter, tu vas faire autre chose. Donc je lui ai dit d'aller se faire voir. Et en fait, la raison de cette séparation, pour l'autre chose qu'il aille se faire voir, la raison de cette séparation est liée au choix qu'a fait cette rédaction de privilégier un individu ignoble qui est candidat à l'élection présidentielle par rapport à moi. Et ça, je crois que chaque jour qui passe me met encore plus en colère. J'ai pas encore raconté l'histoire totalement, mais je le ferai un jour. Comme vous voulez. C'est la vie. Mais après, le premier échec, je sais pas, de cet échec-là, j'ai aussi tiré beaucoup de choses sympathiques. J'ai eu une autre vie, sinon je me serais installé là-dedans. Ça m'a gardé jeune. Non, bon. La preuve en est. Mais vous revenez quand vous voulez dans le podcast, de toute façon, si un jour vous voulez en reparler. Les 3 dernières questions, c'est toujours encore les mêmes. C'est un coup de cœur, un coup de gueule, je pense que vous en aurez un. Et votre vision de la France. Alors attention, votre vision de la France. Alors ça, c'est la question que je pose à tout le monde. Elle est très large. C'est volontairement large pour savoir qu'est-ce qui ressort en premier, en fait, sans pour autant rentrer dans une dissertation de 4 heures. Mais c'est, voilà, quelle est votre vision de la France, tout simplement. Mais avant ça, coup de cœur, coup de gueule. Coup de cœur... Ça peut être tout, hein. Pièce de théâtre, bouquin, personnalité, je sais pas, voyage. Un voyage, c'est un petit peu compliqué en ce moment, mais vous n'êtes pas obligé d'en avoir aussi. Hein. Non, après les coups de cœur, je sais pas, ils sont liés au moment où je regarde pour la 3e fois, donc, mais je suis dedans là, je suis dans l'émotion. Je regarde pour la 3e fois cette série que vous connaissez bien sûr, Game of Thrones. Et alors je la regarde avec un œil critique parce que je l'ai déjà vue et je suis épaté par la perfection que cette série a, non pas au début, les 4 premières saisons en fait, mais là, à un moment on sent que les gens qui font ça, c'est une aventure collective très complexe, maîtrisent tous les claviers de cette aventure très complexe. Les acteurs, le scénario, les décors, la narration, les intentions.
Tout est formidable. Et je trouve que c'est une émotion assez forte quand on pénètre les choses comme ça. Voilà. Et puis, après le coup de cœur, c'est compliqué, mais bon, là, des émotions, on en ressent à plein de moments. Voilà. Il y en a d'autres, mais j'ai pas envie de... Coup de gueule, peut-être? Oui, coup de gueule. Oui, coup de gueule. Voilà. Ouais, coup de gueule. Ce qui est en train de dominer dans ce pays. On va parler un peu. L'intolérance, l'injustice profonde d'assigner des gens à des mauvaises intentions parce qu'ils sont porteurs d'une culture ou d'une tradition. C'est dégueulasse. Et c'est le contraire de ce que nous sommes, nous Français. Une société a toujours des problèmes, il ne faut pas nier les problèmes. Mais la manière de les poser, la manière d'en parler change quand même considérablement les choses. Et quand on introduit des formes de violence verbales qui ne peuvent que déboucher sur des violences physiques, on sait que c'est un mauvais chemin. Un chemin qu'on regrettera après. On pourra s'y livrer peut-être, parce que les sociétés humaines font ça. Mais après, on regrettera ça. Ce sera une tâche. Et aujourd'hui, hélas, on a l'air d'avoir envie d'emprunter ces chemins-là, quoi. Donc, je sais pas si... On ne sait pas de quoi sera fait le futur. Peut-être on ne les empruntera pas, mais enfin, il y a des gens qui nous y incitent fortement et c'est pas bien. Et votre vision de la France, du coup? Vous en avez beaucoup parlé, je sais, mais la peut-être... France, il faut en parler positivement. Parce qu'on peut en parler de manière diverse, mais c'est un magnifique pays. Vraiment. Et moi, ce qui me séduit le plus dans l'idée de la France, c'est que c'est un pays qui a vraiment, à un moment de son histoire, pas tout le temps, mais qui a éclairé le monde. Bien sûr. Qui a produit des gens terriblement intelligents, qui ont enlevé les broussailles, qui ont... C'est important de le rappeler. Oui, bien sûr. Qui ont éclairé vraiment le monde. Et ça, c'est très beau. Et cette France-là, elle est à la fois généreuse et tolérante. Il ne faut pas tolérer n'importe quoi, mais il faut être tolérant. Et c'est une France admirable. Et à partir de là, il y a des gens qui sont fidèles à cet héritage et des gens qui lui sont infidèles. Le problème, c'est que tous se réclament de la France. Donc il y a diverses manières d'aimer la France. Mais je pense que la France peut être aimée d'une belle façon. Hélas aussi d'une mauvaise façon. Voilà. Mais tout ça est subjectif. Donc c'est pour ça que je vous reprenais tout à l'heure sur l'objectivité. Je suis bien d'accord avec vous. Mais ma subjectivité me fait aimer la France telle que je la vois moi, c'est-à-dire généreuse, ouverte et tolérante. Voilà. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose avant qu'on se quitte? Non, je suis content d'avoir... je sais pas trop ce que... moi, j'étais je ne sais pas trop ce qui intéressera, ce qui restera, mais je suis content d'avoir dit ce que j'ai dit. Voilà. Merci beaucoup. Et donc merci de Jean-Michel. m'avoir permis de le faire. Merci Jean-Michel. Merci à vous. À bientôt. Voilà les amis, c'est la fin de cette interview, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de partager l'épisode via les plateformes d'écoute comme Acast, Apple Podcasts, Spotify ou votre application de podcast préférée. Le partage et la notation du podcast sont super importantes pour moi, donc je compte sur vous pour mettre des étoiles et des commentaires là où c'est possible. Pour vos suggestions d'invités, n'hésitez pas, je suis joignable sur le compte Instagram du podcast, Réel Podcast. Merci encore à toutes et à tous d'être de plus en plus nombreux à écouter Réel et à très vite pour un prochain épisode.